Alors, du coup, on va poursuivre avec les deux derniers sujets. Tout d'abord, le groupe qui a travaillé sur le risque incendie va vous présenter ce qu'ils ont produit et ensuite on terminera avec le dernier groupe. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter le début de ce nouveau sujet. Notre groupe s'est plus spécifiquement intéressé aux outils pour cartographier le risque incendie de façon globale. C'est une demande qui a émergé au sein du parc suite aux épisodes de sécheresse récents. Donc, pour commencer, je vais vous faire un état des lieux de l'Ariège face au risque climatique. On remarque sur la carte de France que c'est un département qui est relativement épargné par les incendies de façon globale. Comme l'atteste le premier graphique également, on voit que le nombre d'incendies entre 2006 et 2021 a diminué, même si ce n'est pas une tendance qui est suivie par les surfaces brûlées. Et on peut encore plus nuancer le propos avec le deuxième graphique, puisque les incendies qui adviennent au sein du parc sont globalement, au sein de l'Ariège, sont globalement des incendies qui ont lieu en hiver. Et donc plus soumis aux facteurs humains. Le facteur humain ressort plus pour ce qui est des incendies d'hiver que des incendies d'été. Néanmoins, l'Ariège, on s'en rend compte sur la carte de France, est aux portes de la région méditerranéenne, qui, elle, a des défis sérieux vis-à-vis du risque d'incendie. Et donc, on peut se poser la question, dans un contexte de changement climatique, on peut se demander si finalement l'Ariège ne va pas être, elle aussi, confrontée à ces risques d'incendie. Ensuite, on a changé d'échelle. On a cartographié le nombre d'incendies d'une part et les surfaces brûlées d'autre part au sein du parc entre 2006 et 2021. Et on remarque que globalement, les régions touchées par les incendies sont les régions montagneuses au sud du PNR. On a émis plusieurs hypothèses pour expliquer ça, notamment le fait qu'il y ait plus de conifères qui sont plus inflammables que les autres essences, mais aussi la présence d'estives et donc la pratique potentielle de l'écobuage. Et on retrouve donc le facteur humain évoqué précédemment. On a décliné le risque incendie en 3 composantes. L'aléa incendie, qui représente la probabilité de départ de feu. La vulnérabilité des forêts, qui représente, elle, la facilité de propagation du feu, une fois qu'il est advenu. Et les enjeux locaux, dont on veut éviter les dommages. Pour ce qui est de l'aléa incendie, on s'est principalement concentré sur le facteur météorologique, puisque notre sujet portait sur le changement climatique. Néanmoins, il convient de dire qu'il y a aussi des facteurs humains qui rentrent en compte dans cet aléa. La vulnérabilité, quant à elle, a été déclinée en 2 facteurs, le facteur stationnel et l'état de la végétation, puisque les essences ont une inflammabilité différente et une végétation plus sèche va également propager plus facilement les incendies. Et cet état de la végétation peut être amélioré vis-à-vis du risque incendie via une gestion de l'espace adéquate. Et enfin, concernant les enjeux, nous les avons déclinés en 3 catégories, humains, environnementaux et l'exploitabilité des forêts. Et au travers de notre étude, nous avons tenté de répondre à la question suivante. Quels outils peut-on mobiliser pour cartographier le risque d'incendie à l'échelle du PNR des Pyrénées ariégeoises? Nous avons décliné notre démarche en 4 phases. Tout d'abord, nous avons réalisé une synthèse bibliographique sur les indicateurs pour estimer l'aléa et la vulnérabilité des peuplements, mais également les enjeux liés au risque incendie et les techniques de cartographie du risque. À droite, dans le tableau, on peut s'apercevoir de la diversité des indicateurs pour quantifier le risque d'incendie. Nous en avons choisi quelques-uns suivant les données que nous avons collectées auprès d'acteurs et de contacts, notamment les données SIG et cartographiques. Puis nous avons choisi une méthodologie réalisable avec ces données et dans le temps imparti, et nous l'avons mise en œuvre. Pour ce qui est des résultats, je vais commencer par vous présenter la méthodologie retenue pour les feux d'été, qui, rappelons-le, sont les feux qu'on a principalement étudiés, puisque le facteur climatique rentre vraiment en jeu dans ces feux-là. La carte ci-contre vient confirmer le fait que le PNR est encore un territoire qui est relativement épargné par les feux d'été. Néanmoins, avec les épisodes de sécheresse récents comme en été 2022,
on peut se poser la question de l'évolution future de ces incendies. La méthodologie qu'on a retenue a été adaptée à partir d'une étude dans le cadre d'une mission interministérielle sur l'extension des zones sensibles aux feux de forêt. Cette méthode consiste en un croisement des différents facteurs, notamment entre le facteur vulnérabilité et le facteur aléa, qu'on a ensuite, nous, croisé avec nos enjeux pour obtenir une cartographie du risque à l'échelle du PNR. Donc, en premier lieu, pour ce qui est de la vulnérabilité stationnelle des forêts, nous avons cartographié cette vulnérabilité en s'aidant du croisement proposé par la méthode interministérielle. Ce croisement nous donne une estimation finalement de la réserve en eau du sol à partir de la composition du sol, de la pente et de l'exposition solaire. On a deux facteurs. Le facteur exposition, réparti en 3 classes. Finalement, un facteur exposition de 1 représente les versants plutôt ombragés et les facteurs exposition de 3 représentent les versants ensoleillés. Ensuite, on a un facteur sol avec lequel on vient croiser le facteur exposition. Pareil, classé en 3 classes. Un représentant les sols qui retiennent l'eau et 3 représentant les sols qui vont facilement drainer. On obtient donc une vulnérabilité stationnelle en 4 classes de vulnérabilité et on remarque que les zones les plus vulnérables sont les versants ensoleillés à forte pente qui sont plus fréquents, notamment dans le sud du PNR. Et nos résultats recoupent ceux du groupe 1. Donc finalement, on aurait aussi bien pu prendre directement une variable hydrique pour estimer cette réserve en eau, au lieu de faire ce croisement-là. Pour ce qui est de la vulnérabilité de la végétation, cette fois-ci, nous avons retenu 2 indicateurs, ou plutôt l'indicateur Behave et son dérivé, l'indicateur FCCS, donc Fuel Characteristic Classification System, mais ils étaient trop complexes à appliquer pour nous. Donc, nous avons repris la méthode de l'étude interministérielle en attribuant une classe de vulnérabilité de 1 à 4 aux formations végétales du PNR à partir de la baie des forêts de l'IGN. Et les formations les plus sensibles qui sont ressorties sont les landes arbustives et les pâtures, mais aussi les chênes lièges verts et pubescents et les conifères, qu'on retrouve notamment en altitude pour ce qui est des conifères et des landes arbustives, et en plaine pour ce qui est du chêne pubescent notamment. On croise donc cette vulnérabilité de la végétation avec la vulnérabilité stationnelle trouvée auparavant pour avoir une carte globale de vulnérabilité. Néanmoins, nous avions des informations qui nous manquaient, d'où l'intérêt des techniques comme le LIDAR. En effet, sous couvert arboré, nous n'avions pas l'information du sous-bois finalement, de s'il y avait une strate arbustive sous nos couverts arborés. Or, s'il y a une strate arbustive sous un peuplement d'arbres, le feu peut potentiellement se propager plus facilement à la cime. Donc, c'est important d'avoir cette information-là. Le LIDAR nous donne donc une information sur la structure 3D de la végétation, avec une information sur la quantité de combustible dans les différentes strates, mais aussi la continuité verticale du peuplement. On a retenu quelques paramètres à relever, comme la fraction de la surface terrestre couverte, la hauteur moyenne des arbres et le canopy relief ratio. Néanmoins, cette technique estime souvent la couverture des herbacées et des arbustes bas qu'il confond avec le sol. Et je vais laisser Clara vous présenter la suite de la démarche. Donc, pour le moment, on a vu le premier facteur du risque qui est la vulnérabilité. Et dans un second temps, donc, on s'est concentré sur la deuxième composante du risque qui est donc l'aléa. Donc, la probabilité qu'il y ait un départ de feu est fortement influencée par les conditions météorologiques. Et donc, lors de nos recherches bibliographiques, il apparaît qu'une multitude d'indicateurs météorologiques sont à l'étude. Cependant, il y en a un en particulier, donc l'indice forêt météo, qui est largement utilisé au niveau international et national et qui montre une forte corrélation au départ de feu. Donc, c'est un indicateur qui paraît pertinent pour notre étude pour caractériser l'aléa. Donc, on l'a retenu. Donc, il est basé sur des
données météorologiques de précipitation, température, humidité de l'air et vitesse du vent. Il ne prend donc pas du tout en compte des données d'activité de feu réelles. C'est un indicateur qui varie entre 0 et 30, 30 étant l'aléa le plus fort. Et nous avons obtenu les données sur les périodes passées, mais également des prédictions de cet indicateur. Donc, ce sont des données collectées par Météo France de manière journalière à une maille de 8 km par 8 km. Et les prédictions de cet indicateur sont basées sur un scénario d'évolution du climat pour nous qui est le scénario A1B, donc intermédiaire, et un modèle qui est le modèle ARPEJ V4 CNRM, qui date des années 90, donc relativement ancien. Et on peut prédire l'IFM à proche, moyen et long terme. Donc, nous avons pu récolter ces données d'IFM, qui sont des données ponctuelles. Et afin d'avoir les données continues sur le territoire du PNR, nous avons réalisé une interpolation. Donc, ça permet d'obtenir la visualisation de cet indicateur pour à la fois donc, en haut de la diapositive les périodes passées entre 61 et 2007 et à la fois donc l'IFM prédit entre 2021 et 2070. Ce qu'on observe donc lorsqu'on se concentre sur l'évolution spatiale de l'IFM, on remarque que l'aléa incendie décroît selon le gradient d'altitude et que les valeurs prises par l'IFM sont encore relativement faibles. Donc, c'est cohérent avec le fait qu'on a remarqué qu'il y avait peu de feux d'été en Ariège. Et donc, cette décroissance avec l'altitude, c'est peut-être expliqué par le fait que les conditions météo sont plus humides et plus fraîches, donc avec l'altitude. Donc, il y a moins de probabilité que l'incendie advienne. En ce qui concerne l'évolution temporelle de cet indicateur, l'aléa est de plus en plus fort au cours du temps. On remarque qu'il progresse en altitude puisque justement les conditions météorologiques prédites sont de plus en plus sèches. On a donc, afin de mettre en œuvre la méthode interministérielle de croisement aléa enjeu vulnérabilité, nous avons découpé nos valeurs d'IFM en plusieurs classes. Donc, la troisième composante du risque étant les enjeux, nous avons cartographié ces enjeux en retenant 3 types d'enjeux. Les enjeux humains, donc, notamment les habitations et les zones d'activité. Les enjeux biodiversité, qui sont surtout des aires naturelles protégées. Et l'enjeu d'exploitabilité, qui est caractérisé en fait par l'accessibilité et la pente. Donc, ces 3 enjeux ont été superposés afin d'obtenir une carte de synthèse des enjeux sur le territoire et qui nous permet de visualiser les zones de 0 à 3 enjeux. Donc, on remarque que la majeure partie du territoire est concernée par au moins un enjeu, mais les zones qui cumulent 2 ou 3 enjeux occupent une part faible du territoire. Et globalement, elles sont dans les vallées au sud-ouest, au centre-ouest et dans la plaine au nord. Donc, pour savoir si ces zones soumises à des enjeux sont concernées par le risque incendie, on doit pouvoir les croiser avec les autres composantes du risque. Et c'est ce qu'on a réalisé. Donc finalement, on a croisé notre vulnérabilité avec notre aléa, donc représenté par l'IFM. On a ensuite recoupé à nouveau avec les enjeux obtenus pour obtenir cette carte du risque à l'échelle du territoire du PNR. Donc, on l'a obtenue sur la période passée dans un premier temps. Et on remarque que le risque est nul, voire faible ou faible selon notre méthodologie sur la majorité du territoire. Et les risques les plus élevés, donc notés 3-4, se situent majoritairement en basse altitude dans les vallées, puisque ce sont des zones plutôt urbanisées où les conditions sont plus sèches à l'altitude. Et on peut comparer cette carte du risque passée avec les prédictions pour le futur, ici à moyen terme. Et on remarque que le risque s'accentue quand on passe de l'une à l'autre. En fait, on a quelques points ponctuellement du risque qui vont s'accentuer
donc toujours dans les vallées et dans la plaine. Donc ceci est dû au fait que les prédictions de valeur d'IFM augmentent au cours du temps, augmentant aussi donc le risque de départ de feu. Donc les feux d'été, c'est une problématique qui pourra devenir plus prégnante à l'avenir, mais présentement, c'est plutôt les feux d'hiver qui semblent préoccuper les acteurs du territoire. Donc notre sujet, comme on l'a dit, il concerne était peu concerné par les feux d'hiver puisque le facteur humain était le facteur principal de ces feux. Mais on se propose quand même quelques pistes pour creuser l'importance des feux d'hiver sur le territoire. Donc, effectivement, donc, ils sont influencés par des facteurs humains. Et si on avait voulu regarder le facteur météorologique pour les feux d'hiver, ça n'a pas été possible parce qu'on n'a pas de données d'IFM pour l'hiver. Mais d'autres méthodes on vous propose par exemple d'étudier les corrélations entre le nombre ou la surface des incendies de chaque commune avec le périmètre de la lisière, donc c'est-à-dire à chaque fois qu'on aura des interfaces entre les pâtures et la forêt, regardez si c'est corrélé avec la surface des incendies ou leur nombre. On peut aussi s'intéresser aux variables explicatives que peuvent être la distance à la lisière et la surface de broussailles. Donc, pour conclure, on a abouti avec notre méthodologie à une cartographie du risque incendie sur le territoire du PNR, en faisant des choix et en ayant effectivement quelques choix qui peuvent être discutés. Donc, notamment en ce qui concerne les facteurs météorologiques, on a fait le choix de prendre l'IFM et on avait à disposition ces prédictions selon un certain modèle climatique et un certain scénario. Donc, c'est possible de tester d'autres modèles et d'autres scénarios, notamment plus récents, parce que nous, nos données commençaient à dater. Pour ce qui est du facteur humain, on ne l'a pas pris en compte. C'est quelque chose qui est assez difficilement prévisible, mais cependant, 90% des incendies sont d'origine humaine. Donc, s'il y a moyen d'étudier un peu plus ce facteur, ça permettrait d'avoir quelque chose de plus fin dans l'évaluation du risque. Pour la vulnérabilité des forêts, on a déjà suggéré l'utilisation du LIDAR ou d'un logiciel, donc le FCCS, qui est un système de classification des combustibles de manière qui est un indicateur très complet. Donc ça pourrait être mis en œuvre éventuellement pour améliorer l'évaluation de cette vulnérabilité des forêts. Et enfin, on a fait des choix d'enjeux et de certaines infrastructures considérées comme à enjeu, mais d'autres choix sont possibles. Donc finalement, notre cartographie du risque selon notre méthode a permis d'identifier des zones où le risque du feu de forêt est plus fort et pousse à accroître la vigilance sur ces zones et aussi également à mettre en place des mesures de gestion adaptées pour lutter contre le risque incendie dans ces zones. Donc c'est fini pour la présentation. Si vous avez des questions, c'est le moment. J'ai une question. Par rapport à vos feux d'hiver, là, vous donniez des pistes pour essayer de cerner une approche de risque, de savoir où est-ce qu'il y avait des zones qui étaient plus sensibles ou pas. Est-ce que l'usage de données satellitales pourrait être intéressant, notamment pour appréhender les dynamiques d'enfrichement qui sont liées aux pratiques d'éco-boulage? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche? Effectivement, on remarque que actuellement, en fait, l'écobuage pose problème parce que il y a de plus en plus d'abandon et de déprise agricole et de dynamique d'enfrichement. La végétation a une dynamique assez importante. Donc, et en fait, le problème, c'est que les feux sont pas très bien contrôlés puisque justement la dynamique de la végétation est importante. Donc, effectivement, l'usage du satellite permettrait de vraiment se focaliser sur ces zones enfrichées et de les repérer, puisque c'est de là dont partent les feux et ces zones de broussailles qui vraiment font la transition vers la forêt et ce qui pose problème après pour le contrôle du feu. Oui, Marie-Pierre Echen, au PNR de l'Ariège. Par rapport aux écobuages, le mois dernier, la préfecture a mis en place une convention de brûlage dirigé. Donc, en principe, tous les écobuages doivent être encadrés par les pompiers.
Voilà, il y a une petite évolution là-dessus. Et également sur les obligations légales de débroussaillement, nous travaillons à sensibiliser les élus et les agriculteurs à cette obligation, parce que c'est quand même une obligation. Mais en fait, il y a déjà un arrêté préfectoral qui existe, qui date de 2009, qui oblige à déclarer les écobuages entre octobre et mai. Mais effectivement, c'est un peu contraignant parce que ça demande de remplir un dossier et donc c'est pas toujours respecté. Donc il y a des évolutions possibles au niveau de la loi pour plus encadrer cette pratique. Ah oui, non, là chez nous, en Ariège, maintenant c'est terminé. Ça doit être automatiquement encadré par les pompiers. Et à toute époque de l'année, hein. Il n'y a plus d'époque de brûlage et de non-brûlage. D'accord. Par rapport à la cartographie de la composante humaine du risque, du moins pour étudier les évolutions, enfin pas les évolutions dans le temps, mais la modulation spatiale, est-ce que vous n'avez pas trouvé dans la littérature des indices basés sur les interfaces forêt-réseau, forêt-ville? Donc là, en fait, on parle pas des enjeux humains, mais plus de la composante humaine. De la composante humaine de l'ALEA. Oui, de l'ALEA. Personnellement, j'en ai vu un petit peu. Effectivement, il proposait des zones tampons en fait entre les habitations et la végétation. C'est plutôt ce genre de propositions que j'ai vues. Après, on n'a pas fait de littérature spécifique, de bibliographie spécifique là-dessus, donc sauf si toi t'as vu d'autres choses. Non, c'est plus un choix de notre part de s'être vraiment focalisé sur les facteurs météorologiques plus que sur le facteur humain. Mais oui, globalement, j'ai pas trop vu je me suis pas intéressée à la question, donc pas trop vu grand-chose dans la bibliographie. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ou en présentiel? Une question par rapport au potentiel d'amélioration avec le LIDAR. Vous l'avez évoqué pour le sous-couvert. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts du LIDAR par rapport à l'appareil comme le nôtre? Personnellement, j'en ai pas vu. Enfin, c'est pas exhaustif non plus. Là. Je ne dis pas que j'ai lu toute la bibliographie non plus sur le sujet, mais personnellement, j'en ai pas vu. Il me semble que Zoé, tu avais fait un petit peu de recherche dessus. Un article qui explique que c'est aussi des relevés par les radars qui peuvent être utilisés, par exemple, pour aider à délimiter les zones de sécurité pour les pompiers. Quand on fait la mise en place de pare-feu et tout ça, ça peut aider à voir quelles sont les zones intéressantes de sécurité pour le personnel qui combat le feu. Mais sinon, pas plus que ça. Voilà. Alors, si je peux me permettre, le LIDAR est aussi utilisé pour l'exploitation du bois, car il nous donne des précisions sur la taille des grumes, la hauteur des arbres, la composition du sol, du sous-sol, et c'est également utilisé pour l'exploitation. Enfin, chez nous, pas trop, mais en Espagne, beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Non. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la suite. Juste plutôt une remarque. Moi, je suis vraiment intéressée pour avoir de la biblio sur les mesures de gestion prises face au risque incendie hors zone méditerranéenne, enfin, qui serait valable chez nous, quoi. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Et je sais que vous avez fait plein de biblios, mais du coup, n'hésitez pas dans le rapport ou même par mail à m'envoyer la biblio. C'est prévu dans le rapport qu'on ait une annexe dédiée sur la gestion incendie. Super, merci. Merci à vous.